Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette conférence de la Haute Autorité de Santé dédiée à l'accompagnement de la scolarité des enfants en situation de handicap ou des enfants protégés. À mes côtés, Marie Lesage, éducatrice spécialisée et membre du groupe de travail. Bonjour. Maxime Tellier-Gouin, cadre de direction au pôle déficience visuelle du GAPAS et membre de la commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Betty Bouchoucha, professeure ressources autisme pour le département du Rhône et membre également du groupe de travail qui nous rejoindra, Betty, dans la deuxième partie de ce webinaire. Ensuite, nous avons Aïssatou Sow, qui est chef de projet au service recommandation. Bonjour. Et moi-même, Christiane Jambard, chef du service recommandation à la Haute Autorité de Santé. Alors, dans la première partie de ce webinaire, qui durera une trentaine de minutes, nous allons vous présenter les principes généraux des recommandations, puis aborder 3 focus. Comment aider l'enfant à être acteur de sa scolarité? Comment encourager l'implication des parents? Écoutez, pendant l'absence de Christiane, je vais reprendre parce qu'elle a des petits soucis techniques. Donc voilà, elle présentait un peu comment allait s'articuler ce webinaire. Donc pour la seconde partie, donc ce sera dédié à un temps d'échange donc de 45 minutes en direct. Donc vous avez en bas à droite de votre écran, dans l'onglet questions, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et voter également pour les questions tout au long de la conférence. Donc, on précise bien que cette conférence est dédiée aux professionnels du secteur social et médico-social, et donc nous ne traiterons pas de situations spécifiques ou des cas individuels. Et enfin, pour faciliter les temps d'échange avec nos experts, nous vous demandons de ne pas répondre entre vous aux questions de vos collègues. Voilà pour cette première partie de présentation. Ensuite, pour revenir sur le contexte et le principe des recommandations. Alors, tout d'abord, concernant quelques principes. Comme vous le savez, la scolarité est reconnue comme un droit fondamental et inconditionnel pour tout enfant. Ce droit à l'éducation que l'on retrouve également dans la Convention internationale des droits de l'enfant a des répercussions sur son épanouissement, son bien-être et sa qualité de vie. Malgré la loi du 11 février 2005 qui réaffirme le droit à la scolarisation et au statut d'élève des enfants en situation de handicap, et malgré les lois de 2007 et de 2016 en protection de l'enfance qui réaffirment les droits et les besoins fondamentaux de l'enfant, ce droit à l'éducation est souvent mis à mal pour ces enfants avec une plus forte probabilité de rupture ou d'échec dans leur parcours scolaire. Il existe de nombreuses similitudes liées à l'évolution des pratiques professionnelles du social et du médico-social, et nous savons qu'une part non négligeable d'enfants cumule un handicap et une mesure de protection. C'est donc dans ce contexte que la HAS publie des recommandations transversales pour fournir des repères aux professionnels sociaux et médico-sociaux qui accompagnent les enfants en situation de handicap ou ceux faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Alors, pour vous présenter ces recommandations, nous allons partir du modèle écologique. Vous avez le modèle écologique donc à l'écran. Donc, il présente l'enfant que vous visualisez sur le schéma en orange et donc au centre, et les personnes de son entourage, avec d'une part les familles, les professionnels notamment. Ce modèle montre que ces dimensions sont liées entre elles. Ainsi, pour qu'il y ait réussite du parcours scolaire d'un enfant, nous allons vous présenter les dimensions sur lesquelles les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront concrètement intervenir. Le premier point que nous allons vous présenter va porter sur les actions à mener auprès de l'enfant pour l'aider à être acteur de sa scolarité. Et donc, pour ce focus, nous allons donc vous présenter ces actions. Et avant tout, il est important de rappeler que la participation de l'enfant à son projet d'accueil et d'accompagnement et aux décisions qui le concernent est un droit. Et ce droit s'applique pour les différents projets d'accompagnement qui existent dans le secteur social et médico-social et pour toutes leurs dimensions, dont la scolarité.
Ces recommandations rappellent donc dans un premier chapitre qu'il faut développer et soutenir la participation de l'enfant dans son parcours scolaire pour lui permettre d'être pleinement acteur de celui-ci. Par cela, on entend le fait pour l'enfant de pouvoir exprimer ses besoins et ses attentes, ses difficultés éventuelles rencontrées et de contribuer à définir les stratégies pour améliorer ce parcours. Tout d'abord, nous recommandons de recueillir l'avis de l'enfant sur sa scolarité, et ceci, quelle que soit sa situation, ses capacités de communication et la motivation que vous percevez de lui en tant que professionnel. Pour cela, il est important de mettre en action l'enfant et de penser les conditions qui vont rendre possible cette participation. À titre d'exemple, comme action à mettre en place, il est tout d'abord utile de veiller à ce que les difficultés de communication ne constituent pas une raison pour ne pas interroger l'enfant sur ses souhaits, ses attentes, ses choix, mais également ses refus. Il est indispensable de créer des espaces et des supports d'expression adaptés à son âge, en s'appuyant éventuellement sur des supports et des outils qui existent. Cela peut être des dessins, par exemple, des schémas, des illustrations. Et en termes de forme, ça peut être des groupes de parole, par exemple, des groupes de discussion. En gros, mettre en place des outils qui vont favoriser l'expression et la compréhension de l'enfant. Il peut être utile aussi d'inciter l'enfant à s'appuyer sur les personnes de son environnement avec qui il se sent bien et en qui il a confiance. Et cela lui permettrait d'exprimer ses souhaits et ses besoins en lien avec les apprentissages, dès lors que ses capacités à s'exprimer semblent limitées. L'essentiel de la mise en place de l'ensemble de ces outils est qu'ils soient tous connus et partagés par tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant. Ensuite, il peut être envisagé de retracer avec l'enfant son parcours scolaire pour lui permettre de s'y repérer et de comprendre les possibilités d'orientation existantes. Pour cela, il convient par exemple de s'appuyer sur des supports de compréhension de l'environnement scolaire qui sont toujours à sa portée en fonction de son âge, par exemple, éventuellement des outils qui seraient réalisés avec lui. Il peut être utile aussi de l'informer sur les dispositifs d'adaptation et ressources compensatoires qui existent, et pourquoi pas pour cette information-là s'appuyer sur les acteurs du territoire. Ensuite, il est essentiel d'associer l'enfant aux réunions qui concernent son parcours scolaire. Il peut s'agir par exemple des réunions parents-professeurs, des journées de pré-rentrée, des réunions de l'équipe de suivi de scolarisation, voilà, et plein d'autres. Toutes les réunions qui vont donc aborder le parcours scolaire de l'enfant. Je vais donc passer la parole à Marie qui va vous illustrer des actions plus concrètes autour des réunions. Merci Aïssatou. Alors, pour permettre à l'enfant d'être réellement acteur de ces réunions, il y a différentes actions qui peuvent être menées d'abord en amont des réunions et ensuite pendant les réunions. Alors, tout d'abord, en amont de la réunion, il est important de pouvoir présenter à l'enfant les objectifs de cette réunion, les participants, leur rôle, ainsi que le calendrier des rencontres. Il est important également de pouvoir lui expliquer les possibilités qu'il a de participer à ces réunions et également d'être accompagné pour cela. Alors, dans le cas où sa présence est contre-indiquée, et on sait que parfois ça arrive, il faut quand même lui expliquer pourquoi. Dans tous les cas, que l'enfant participe ou pas à la réunion, on peut l'aider à formaliser son avis à l'avance sur ce qu'il va être discuté. On peut également prévoir les outils éventuels pour lui permettre de s'exprimer en fonction de son âge et en fonction de sa situation. Ce sera différent selon les cas. Et puis enfin, on peut, alors dans la mesure du possible, bien sûr, adapter les modalités de la réunion, donc le lieu, la durée ou encore le nombre de personnes, par exemple. Et puis bien sûr, on prévient l'enfant de ces modalités. Ça, c'est les petites choses qu'on peut faire en amont de la réunion. Et puis ensuite, pendant la réunion, déjà, on peut adapter la communication des professionnels à la compréhension de l'enfant et prendre le temps de reformuler si besoin pour être sûr qu'ils comprennent bien. On peut également tenir compte des difficultés que l'enfant peut rencontrer pour s'exprimer dans ce contexte formel avec beaucoup d'adultes, d'où l'importance de la préparation de la réunion en amont et aussi des questions qu'on peut se poser sur la présence ou non de l'enfant.
Il faut également rassurer l'enfant hein, si on sent que c'est nécessaire, vérifier qu'il comprend bien ce qui est dit, l'encourager par la parole ou par le regard, et l'aider à exprimer son avis ou à poser des questions. On peut également veiller à ce que l'avis de l'enfant soit exprimé, soit directement, ou soit qu'un professionnel exprime son avis si l'enfant n'est pas en mesure de le faire, et que cet avis soit pris en compte. Alors, quand on dit pris en compte, ça ne veut pas forcément dire suivi à la lettre, hein, bien sûr, mais en tout cas qu'il puisse être exprimé, écouté et qu'il soit considéré au moment des prises de décision. Et enfin, il nous semble important de rappeler qu'on peut souligner les progrès de l'enfant et les efforts qu'il a mis en œuvre, y compris s'ils paraissent minimes auprès de certains professionnels. Merci Marie. Beaucoup, Marie. Donc, au-delà justement de ces principes de réunion, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur justement la participation de l'enfant ? Oui, effectivement, pour favoriser l'implication de l'enfant, il y a également d'autres actions que les professionnels peuvent mettre en place. Par exemple, il est nécessaire d'intervenir pour sécuriser toutes les périodes de transition scolaire, quelle que soit leur nature. Il peut s'agir par exemple d'un changement d'établissement ou de degré scolaire, d'un placement ou de changement de structure, d'établissement ou service social ou médico-social, que ce soit pour un enfant en protection de l'enfance ou d'un enfant en situation de handicap. Ces situations et ces moments de transition sont plus nombreux pour ces enfants et constituent donc des périodes sensibles au cours desquelles le risque de décrochage et de déscolarisation est accru. À titre d'exemple, pour préparer les transitions qui sont liées à un changement prévisible dans le parcours scolaire, il convient par exemple d'organiser une ou plusieurs visites du futur établissement, de transmettre toutes les infos qui paraissent utiles pour instaurer une continuité dans l'accompagnement et de rechercher ce qui peut être maintenu pour soutenir l'enfant dans sa transition. Donc, il peut s'agir des éléments concernant les loisirs, les relations amicales. Par exemple, l'idée ici est de trouver tous les éléments qui peuvent être des repères sécurisants pour l'enfant. Enfin, n'oublions pas la dimension des interactions sociales, qui est donc un besoin fondamental et incontournable pour l'enfant. C'est la raison pour laquelle il est recommandé aux professionnels de mettre en place des actions permettant d'aider l'enfant à développer les liens avec les autres élèves à l'école, ses pairs. Pour cela, il est important avant tout de recueillir auprès de lui son ressenti concernant ses relations avec les autres enfants à l'école et son besoin d'accompagnement éventuel pour aborder et mieux vivre sa singularité vis-à-vis des autres enfants. Par exemple, le questionnement autour de cette problématique peut être le suivant. Est-ce que l'enfant a des amis? A-t-il le sentiment d'être rejeté par les autres enfants, par exemple? À qui ou à quoi attribue-t-il ce rejet? A-t-il besoin d'être aidé pour développer des comportements favorisant des relations amicales avec les autres enfants? Voilà quelques exemples de questionnements, mais bien sûr, après, ça peut être beaucoup plus précis. Ainsi, pour favoriser ce climat relationnel positif entre les élèves, des actions peuvent être menées non seulement au sein de la classe, mais aussi à l'extérieur de la classe. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ces actions, justement, est-ce que Marie, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les liens qui peuvent exister en dehors de l'école ? Oui, alors en dehors de l'école, on va pouvoir essayer de favoriser au quotidien la possibilité pour l'enfant de nouer des relations les plus normales possibles avec les autres enfants de sa classe. En d'autres termes, il va s'agir en équipe de se questionner sur la manière dont on entretient les relations amicales de l'école, mais hors de la sphère scolaire. Alors, par exemple, en protection de l'enfance, on sait que les contraintes institutionnelles et administratives, elles empêchent parfois de pouvoir répondre à des invitations que l'enfant reçoit, par exemple des anniversaires, des goûters ou des soirées quand ils sont plus grands. On sait que ces invitations, elles n'arrivent pas toujours très tôt et donc souvent on est pris par le temps et ça devient difficile, voire impossible à organiser dans l'urgence. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on voit que des amitiés semblent se construire chez l'enfant, à l'école, on peut par exemple prendre contact avec les parents du camarade, de ce nouvel ami. Ça va permettre déjà de pouvoir faire connaissance et puis de récolter petit à petit les informations nécessaires pour pouvoir anticiper les éventuelles invitations et donc ensuite les autorisations à demander
Bien sûr qu'il faudra voir avec l'ASE, avec la famille, etc. Mais en prenant contact avec les parents, on peut essayer un peu d'anticiper ça. Donc ça, c'est à propos des invitations que l'enfant reçoit. Mais dans l'autre sens, nous, en tant que professionnels des établissements, on peut aussi mener une réflexion sur les possibilités de l'enfant d'inviter ses camarades pour que lui puisse fêter son anniversaire, par exemple. Donc, quelles sont les possibilités et les contraintes pour l'accueil d'enfants extérieurs? Est-ce que c'est possible? Et puis, si jamais c'est pas possible au foyer, par exemple, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple à organiser, quelles modalités on peut penser pour que cet anniversaire puisse être fêté malgré tout à l'extérieur? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour entretenir ces relations-là et permettre aux enfants de fêter leur anniversaire le plus normalement possible. Alors, ces réflexions et ces prises d'initiative là dont on parle, elles permettent aussi d'être proactifs un petit peu, notamment face à des familles de camarades de classe qui peuvent ne pas oser prendre contact ou inviter en fait les enfants parce qu'ils connaissent le caractère un peu particulier de la situation et finalement ils ne savent pas comment faire. Donc en prenant nous ces initiatives, on peut peut-être lever ce malaise. Alors bien entendu, tout ce qu'on dit là, ça doit se faire en concertation et avec l'accord de l'enfant. Il ne s'agit pas du tout de le stigmatiser, mais au contraire, on essaye de rassembler les conditions qui permettent de faciliter et d'entretenir les relations avec leur père. Alors d'ailleurs, à propos de stigmatisation, on peut aussi adopter des petits réflexes simples autour de l'école. Un exemple très concret, les dépôts devant l'école en groupe et avec des voitures floquées, c'est très stigmatisant et ça arrive souvent, que ce soit dans le handicap ou en protection de l'enfance. Donc on peut voir par exemple si c'est pas possible de déposer les enfants un peu avant l'école et de finir ensuite le trajet avec eux à pied, ou s'ils sont plus grands, de les laisser partir tout seuls, enfin les laisser terminer le trajet à pied. Un autre exemple, c'est quand on se rend dans l'établissement scolaire avec un mineur pour un rendez-vous, par exemple un rendez-vous avec le CPE dans un collège. On peut demander au mineur s'il souhaite que l'on marche à ses côtés ou qu'on arrive un petit peu en décalé pour traverser les espaces communs, comme la cour de récré, par exemple. Il y a certains mineurs qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être vus en présence de personnes qui ne sont manifestement pas leurs parents, et ça leur évite de se sentir gênés sous le regard de leurs camarades de classe et d'école. Merci beaucoup, Marie. Alors maintenant, on va passer à une deuxième dimension qui est comment encourager l'implication des parents. Donc, comme on le sait, la place des parents est essentielle dans le parcours scolaire de l'enfant et le soutien qu'ils peuvent apporter augmente ses chances de bien-être à l'école et de réussite dans son parcours. Sauf si cela est jugé contraire à l'intérêt de l'enfant, les parents doivent être considérés et associés comme les principaux acteurs de la scolarité de l'enfant, selon des modalités qui doivent être définies dans le cadre du projet personnalisé, bien sûr. En effet, les contextes familiaux des enfants accompagnés en protection de l'enfance et des enfants en situation de handicap sont extrêmement variés, ce qui implique de s'adapter à la situation singulière de chaque famille. Alors justement, pour aider à l'implication des parents, la Haute Autorité de Santé recommande aux professionnels d'échanger avec eux sans jugement sur les représentations concernant l'école, sur le rôle qu'ils donnent dans la scolarité, le rôle qu'ils se donnent dans la scolarité de leur enfant. Alors, ça peut être quelle est leur perception, quelle perception ont-ils de la scolarité et de l'institution scolaire, quelle perception ont-ils de leur rôle, de l'accompagnement et du soutien qu'ils apportent à l'enfant dans sa scolarité, de la perception, quelle perception ont-ils de l'impact de leur implication. Il est important également d'analyser avec eux dans le cadre de l'évaluation globale les facteurs qui favorisent ou ceux qui font obstacle à leur implication dans la scolarité de l'enfant, les atouts, leurs besoins, les attentes éventuelles. Le questionnement vraiment peut être le suivant: comment s'impliquent-ils dans la scolarité de leur enfant? Quelles sont les ressources personnelles ou environnementales, effectives ou potentielles, que les parents peuvent apporter au soutien du parcours scolaire de leur enfant? Quels sont les freins éventuels qui empêchent les parents de s'impliquer? Ça peut être l'absence d'outils numériques, par exemple, à la maison. Ça peut être une problématique de transport, des parents qui habitent trop loin, donc ça serait lié à la distance. Des parents qui travaillent beaucoup et qui ne sont pas là le soir pour s'occuper de la scolarité de leur enfant, par exemple. Et puis, on recommande également dans ces recommandations d'identifier avec eux leurs besoins pour accompagner la scolarité. Donc ça, c'est est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir une bonne compréhension des besoins de leur enfant, de l'accompagnement qui lui est proposé?
Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir accès à toutes les informations nécessaires? N'oublions pas qu'il y a une multitude d'informations et que ce n'est pas simple de se retrouver dans toutes ces informations. Voilà, donc est-ce qu'ils ont les informations pour soutenir la scolarité de leur enfant? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'informations? Est-ce qu'ils ont le sentiment que leur avis et leurs souhaits sont bien entendus et pris en compte? Ce sentiment-là, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. S'ils ont l'impression que leur avis ne compte pas, eh bien, ils peuvent aussi ne pas être partie prenante, je dirais, de cette scolarité. Est-ce qu'ils connaissent ces dispositifs? On sait aujourd'hui qu'il y a une multitude de dispositifs dans lesquels on peut se perdre. Est-ce qu'ils connaissent bien les dispositifs existants, les acteurs de la communauté éducative? On reviendra plus tard sur cette communauté éducative. Et puis, quelles ressources pourraient leur être utiles? Est-ce qu'ils ont besoin de conseils? Ça peut être de la guidance parentale, ou ça peut être un besoin de soutien dans les échanges avec la communauté scolaire. Et comment l'établissement social ou médico-social peut les aider à s'impliquer dans la scolarité de l'enfant? Alors, en fonction des besoins identifiés, et si cela paraît nécessaire, il est important de formuler des objectifs de soutien et accompagner les parents dans l'appropriation progressive de leur rôle de soutien dans la scolarité de l'enfant. Alors, je vais laisser Marie vous donner quelques exemples. Oui, alors à titre d'exemple, les professionnels peuvent déjà proposer aux parents de préparer les réunions parents-prof, par exemple, avec eux à l'avance, en leur expliquant clairement quels sont les objectifs de la réunion, ce qui est attendu de leur part, le rôle de chacun, et puis éventuellement recueillir leurs attentes, par exemple. Ça, c'est pour la préparation à la réunion, mais les professionnels peuvent aussi accompagner les parents pendant ces réunions. On peut également s'assurer que les parents puissent accéder aux outils, qu'ils les comprennent et qu'ils soient en mesure de les utiliser. On pense par exemple aux outils numériques utilisés par les établissements scolaires. Il s'agit déjà d'avoir le matériel, mais également d'être en mesure d'utiliser les différents outils numériques. On peut également orienter les parents vers des ressources adaptées comme des réseaux associatifs, par exemple. Il y a des associations de famille, des associations de défense des droits, des associations de quartier qui peuvent constituer pour les parents un espace d'échange et de parole autour de ces questions de la scolarité. Donc, voilà, merci beaucoup Marie. Donc, on voit bien qu'il est important de valoriser toute forme d'implication et de soutien des parents, voilà, le soutien qu'ils peuvent apporter. Il est important que les professionnels soient vraiment ouverts à toutes ces formes de participation. Il y a plein de manières d'impliquer les parents dans la scolarité. Si on rappelle que les professionnels doivent voir avec eux comment ils voient les choses, c'est important de ne pas se dire oh, il y aura le point de vue des professionnels et puis après celui des parents. Il faut que ça soit vu ensemble, ce qu'il convient de partager. Et par exemple, les questions des devoirs. Quand il y a des retours en famille le week-end, les vacances, il faut vraiment anticiper avec eux cette question. Le qui fait quoi? Est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils se sentent capables de porter une aide aux devoirs? Et sinon, comment s'organiser en avance pour que l'enfant ait un espace pour faire ses devoirs dans de bonnes conditions? Donc, tout ça, ça doit être vraiment anticipé. Enfin, il est également important de définir les modalités d'accompagnement, notamment lorsque l'implication des parents semble impossible. Cela peut arriver, l'implication semble impossible après l'évaluation qui a été faite, ou bien elle peut être contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans ces cas, nous recommandons aux professionnels de s'appuyer sur des éléments circonstanciés et une analyse collective partagée en équipe pluridisciplinaire. Il faut rechercher et définir en équipe les modalités de travail à suivre pour soutenir la scolarité, malgré le contexte parental, clarifier auprès de l'enfant le rôle et la place de chacun, expliquer à l'enfant, vraiment en s'adaptant à son âge et à ses besoins, la démarche définie en équipe pour soutenir la scolarité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de transparent, je dirais, au niveau de l'enfant. Je vais laisser Maxime vous présenter maintenant les dernières dimensions, l'établissement, ses ressources et comment cela s'articule et s'inscrit dans la communauté éducative. Merci beaucoup, Christiane. Donc, on a vraiment vu en premier lieu comment favoriser l'implication des jeunes, puis ensuite les parents. Et maintenant, dans cette troisième partie, l'idée, c'est de voir ensemble quel rôle peuvent jouer les établissements et les services dans le parcours scolaire des jeunes accompagnés. Alors, en premier lieu, accompagner la scolarité suppose que l'établissement ou le service réalise finalement un diagnostic des ressources et des compétences qui existent en interne pour accompagner la scolarité des jeunes. Donc, au regard, bien sûr, des missions spécifiques de votre établissement ou de votre service, vous pouvez engager cette démarche collective autour des questions suivantes. Par exemple, quelles sont les missions de votre établissement ou de votre service qui sont en lien
avec l'accompagnement de la scolarité des enfants. Quelles sont aussi les compétences des professionnels de votre structure pour accompagner la scolarité? Et ce diagnostic des compétences peut également faire l'objet, par la suite, d'un plan de développement des compétences au regard des besoins et des jeunes et des familles sur le versant scolaire. On peut également se poser la question, quelles sont les ressources disponibles en interne? Donc, quand je parle de ressources matérielles. Donc, ça peut être du matériel d'apprentissage, des livres, des ouvrages, des jeux, des adaptations spécifiques, ou encore des ressources numériques, comme du matériel informatique, des applications, des logiciels nécessaires dans la scolarité des enfants, ou encore des espaces dédiés. On peut également se poser la question, est-ce que des temps et des espaces définis ont été mis en place dans votre institution pour le travail scolaire et aussi en fonction de l'âge, quels espaces, quel temps, quelle temporalité. Et enfin, quels sont finalement les besoins et les attentes, en insistant aussi sur les attentes des enfants et des familles concernant la scolarité, et quelle expertise vous pouvez mobiliser pour accompagner ces différents parcours scolaires. Une fois finalement ce diagnostic réalisé, nous vous invitons à inscrire réellement la scolarité comme un axe essentiel de l'accompagnement des jeunes et des familles dans votre projet institutionnel. Toujours dans la même dynamique, il est important de détailler dans cet axe scolarité du projet institutionnel comment vous allez organiser les ressources que vous mettez en place et que vous mobilisez en interne pour accompagner la scolarité de chaque enfant. Donc, il apparaît d'autant plus important, vraiment, c'est de préciser les objectifs poursuivis par les professionnels, ainsi que les différentes ressources qui sont utilisées, et particulièrement aussi la manière dont elles sont utilisées. En fonction des missions de votre institution, il est conseillé aussi de définir clairement les missions qui sont liées au suivi individuel du parcours scolaire de chaque enfant. Voilà, donc une fois ces étapes réalisées, le diagnostic, la formalisation dans le projet d'établissement, il convient vraiment de s'atteler à l'organisation concrète du suivi individuel en interne. Alors, comment on peut faire? Par exemple, ce suivi de la scolarité pourrait être confié au référent habituel de l'enfant. Alors, certaines institutions appellent ça référent, d'autres coordinateurs. Et donc, ça serait de confier ce suivi scolaire au référent. Il peut être aussi intéressant, en fonction de votre organisation et des besoins des jeunes que vous accompagnez, de désigner un seul professionnel pour piloter la dynamique finalement collective à mettre en place pour accompagner les parcours scolaires. Son rôle pourrait du coup d'être finalement un interlocuteur privilégié auprès des partenaires de la communauté éducative, mais pas le seul. Il peut impulser, coordonner les démarches de sensibilisation vis-à-vis des partenaires sur votre fonctionnement, vos missions, votre façon de travailler, mais aussi de coordonner globalement finalement le suivi des parcours scolaires en lien avec les référents de chaque enfant. Donc, ça peut être un référent individuel ou un référent unique qui pilote la dynamique collective. Alors, je vous ai parlé, Christiane aussi, on a parlé tout à l'heure de communauté éducative. Donc, permettez-moi de m'arrêter quand même quelques instants sur la définition de cette communauté éducative au sens des recommandations. Donc, la communauté éducative, elle est considérée comme l'ensemble des acteurs qui finalement contribuent au bien-être et à la réussite du parcours scolaire de l'enfant. Donc, elle inclut l'élève, sa famille, l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire. Donc ici, on va retrouver les équipes pédagogiques, enseignants, instituteurs, professeurs, la vie scolaire, la direction, les psychologues de l'éducation nationale, les médecins, les infirmiers, les assistants de services social scolaires, tout le personnel finalement de l'éducation nationale. On va retrouver également dans cette communauté éducative les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les professionnels médicaux et paramédicaux qui interviennent dans la situation du jeune en question, les acteurs associatifs et institutionnels qui interviennent également sur les parcours scolaires. Donc, vous voyez, la communauté éducative, il faut vraiment l'entendre au sens assez large. De ce fait-là, pour s'inscrire pleinement dans la communauté éducative, les professionnels des établissements et des services doivent mettre en œuvre des actions de coopération avec ces partenaires de la communauté. Donc, cela implique déjà en premier lieu d'identifier, comme j'ai pu le faire dans la définition, mais pour chaque situation, ces partenaires. Quels sont leurs champs d'intervention respectifs, les conventions qui pourraient exister, les partenariats qui pourraient exister, mais aussi ceux qui pourraient être développés sur la situation.
Et vraiment, au-delà de l'éducation, des acteurs de l'éducation nationale, il est vraiment important de mobiliser aussi les acteurs de la ville, comme tout le champ périscolaire, donc les interventions par exemple dans les cantines, sur les temps de halte garderie ou sur les temps du midi après le repas. Et des dispositifs aussi, par exemple, comme les équipes mobiles, ou par exemple les EMAS, qui sont des équipes mobiles d'appui à la scolarisation, ou encore les professionnels libéraux qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, après avoir identifié, bien cerné et voir les potentiels partenaires à développer, il est important de construire des partenariats solides. Et pour ça, par des conventions, par exemple. La convention, vraiment, permet de formaliser l'intervention de chaque acteur de la communauté éducative et ça permet de sécuriser les coopérations. Ensuite, au regard de chaque situation, il est aussi important que vous puissiez vous coordonner avec les partenaires concernés. En cela, il est important, par exemple, de clarifier et d'organiser le partage et le recueil des informations pour garantir une plus grande continuité, une plus grande fluidité de parcours de l'enfant. Donc, cela peut passer, par exemple, par la mise en place d'une feuille ou d'un cahier de liaison entre les acteurs, ou par exemple d'un passeport qui permet à la fois de favoriser ce partage de communication, mais aussi, et ça fait écho à la première et la deuxième partie, d'identifier pour l'enfant et la famille dans ce passeport l'ensemble des intervenants de la communauté éducative, de savoir qui est qui intervient pour qui, dans quel cadre. De même, au-delà de ce partage de la communication et de clarifier comment on coopère, il est aussi nécessaire de s'organiser sur la question de la mise en place des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous en CMP, des rendez-vous en libéral, ou même des accompagnements qui pourraient être mis en place à l'école afin finalement de limiter le plus possible ces derniers sur le temps scolaire. Cette organisation, elle doit éviter finalement à l'enfant d'être absent sur des périodes scolaires au risque que finalement cela impacte ses temps d'apprentissage ou ses temps de socialisation. Merci beaucoup, Maxime. Ces recommandations abordent également la question de la mission d'appui ressources. Alors, je vais demander à Marie de nous dire comment vous êtes arrivée à recommander de s'appuyer sur cette mission d'appui ressources, tant pour les professionnels du handicap que ceux de la protection de l'enfance. Oui, Christiane. Alors, la mission d'appui ressources, à l'origine, en fait, elle était réservée plutôt au CESAD. Et puis, en fait, ces dernières années, dans le champ du handicap, il y a une idée qui s'est développée, selon laquelle les structures, elles ont, en fait, au-delà de l'accompagnement des jeunes et des familles, une mission d'appui ressources auprès des partenaires de leur territoire. Alors, cette mission d'appui ressources, elle est aujourd'hui la mission principale des EMAS, que Maxime a évoqué tout à l'heure, les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Donc, elles sont constituées, en fait, d'équipes pluriprofessionnelles du secteur médico-social qui se rendent au sein des établissements scolaires qui en font la demande et qui font différentes interventions. Par exemple, elles font des conseils aux équipes pédagogiques en s'appuyant sur leur expertise médico-sociale. Elles peuvent conduire des actions en faveur d'un climat relationnel positif entre tous les élèves. Et puis, elles peuvent également contribuer et accompagner les équipes pédagogiques autour de questions d'aménagement de l'espace et de l'environnement pour les élèves en situation de handicap. En tout cas, le principe et l'idée principale de l'appui ressources, il est assez simple. Il s'agit en fait de reconnaître que les professionnels ont développé une vraie expertise concernant le public qu'ils accompagnent et que cette expertise, finalement, elle peut et elle doit même être partagée à la communauté scolaire. Dans une logique de travail en partenariat, les missions de chacun venant bien se compléter. Et l'école a bien évidemment ses propres ressources et compétences. Il s'agit bien ici de missions d'appui. Et en fait, ça, c'est ce qui concerne le handicap. Mais nous, au sein du groupe de travail, on a tenu à exprimer l'idée que cette mission d'appui ressources qui se met en œuvre dans le champ du handicap, elle pourrait tout à fait être appliquée au secteur de la protection de l'enfance, dont finalement les professionnels développent eux aussi une expertise qui peut être bénéfique et qu'il est important de partager au bénéfice des enfants accompagnés. Alors, on sait bien concrètement qu'il est parfois difficile d'entrer dans l'école et de se sentir aussi légitime dans cette posture quand on est travailleur social en protection de l'enfance. Et qu'il peut y avoir également des craintes en termes de stigmatisation des enfants. Mais finalement, il nous semble important de ne pas se limiter à des interventions qui, en fait, dans les faits, arrivent souvent au moment où il y a un problème et une urgence.
Et c'est seulement dans ces moments-là qu'en fait, on intervient. Et c'est important de pouvoir finalement anticiper et sensibiliser les équipes pédagogiques aux problématiques de certains enfants accompagnés par les dispositifs de la protection de l'enfance. Le but étant en fait de pouvoir lever des représentations éventuelles sur les enfants qu'on retrouve parfois au sein de l'école, et également pouvoir lever des incompréhensions qui sont liées entre autres aux différences de culture professionnelle. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, maintenant, Marie et Maxime, vous allez nous présenter les messages clés de la recommandation qui doivent être vraiment partagés et portés par l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Tout enfant, quelle que soit sa situation et ses éventuels besoins spécifiques et particuliers, a la capacité d'apprendre, de progresser, de développer ses compétences, ses connaissances et son autonomie et de s'épanouir. Déscolariser un enfant le prive d'une source de développement essentielle. Même lorsque c'est envisagé dans son intérêt, ça véhicule l'idée d'une moindre importance de la scolarité pour lui et ça contribue à le stigmatiser par rapport aux autres enfants. Pour chaque enfant, la stabilité de la scolarité doit être recherchée en priorité. En effet, la stabilité de l'environnement est essentielle pour le développement de l'enfant. Elle lui permet de prendre appui sur ses repères sécurisants. La stabilité de la scolarité doit donc elle aussi être systématiquement recherchée lors des orientations impactant le parcours de l'enfant, au même titre que la stabilité de son environnement au sens large, réseau social, lieu de vie, etc. Enfin, le dernier message. Le bien-être scolaire de l'enfant est une responsabilité qui incombe de manière partagée à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, qui sont chacun à leur niveau et de manière complémentaire, légitimes et compétents pour accompagner l'enfant dans son parcours scolaire. C'est pourquoi la scolarité est l'affaire de tous et pas uniquement de l'éducation nationale. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Maxime. Donc voilà, on a beaucoup parlé, on vous a présenté ces recommandations. Alors pour la phase de questions, donc, nous allons accueillir Betty Bouchoucha, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis on va démarrer peut-être avec une sélection de quelques questions que vous nous aviez envoyées avant la conférence. Et puis on va répondre également à vos questions. Donc Betty, donc une première question. Alors, les professionnels de l'éducation nationale sont-ils formés à accueillir des enfants en situation de handicap? Quand et comment seront formés les enseignants? Merci Christiane, bonjour à tout le monde. Voilà, alors, comme vous le savez, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances a fait bouger les lignes de l'école et les lignes aussi de la société. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignants et d'AESH et d'autres professionnels qui ont acquis de belles compétences professionnelles qu'ils mettent tous les jours au service des élèves en situation de handicap. Alors pour revenir à la question, oui, bien sûr, les enseignants ont des temps de formation et de sensibilisation sur les questions de handicap et de l'école inclusive au cours de leur formation initiale. Et d'ailleurs, sachez que même lorsqu'ils passent leur concours de recrutement, les enseignants peuvent avoir des questions qui vont porter sur les pratiques de l'école inclusive ou les adaptations autour des questions de handicap. Et puis aussi, tout au long de leur parcours professionnel, ils peuvent avoir accès, qu'ils enseignent de la maternelle au lycée, à des formations continues sur ces questions-là. Il y a aussi au sein de l'éducation nationale des enseignants spécialisés qui, eux, ont des formations plus longues. Alors aujourd'hui, ils peuvent passer ce qu'on appelle un KPI, ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Et il faut savoir que ces enseignants spécialisés ont parmi leurs missions une mission importante qui consiste à être personnes ressources au sein de leurs établissements scolaires et de leur environnement scolaire plus généralement. Voilà. En matière de formation aussi, il y a des formations récentes qui sont récentes et elles vont beaucoup vous parler, ces formations, parce qu'on les appelle formations croisées pour l'école inclusive. Alors, elles sont le fruit d'un partenariat, dont un partenariat avec l'ARS, l'éducation nationale, le médico-social, donc il y a plusieurs partenaires. Et ces formations, elles ont pour particularité d'être constituées de binômes de formateurs,
chaque binôme est constitué d'un formateur éducation nationale et d'un formateur du médico-social. Et leur deuxième particularité extrêmement intéressante, c'est de former des professionnels d'un même secteur géographique. C'est-à-dire que les stagiaires vont être potentiellement des professionnels, alors côté médico-social par exemple, de CAMS, d'IME, d'ITEP, de CESAD, et puis côté éducation nationale, d'enseignants de maternelle, élémentaire, collège, d'AESH, d'AED, de CPE, d'ATSEM, mais aussi l'idée c'est de faire participer à ces formations des professionnels des collectivités territoriales, par exemple les agents de la restauration scolaire, les professionnels du périscolaire, qui ont une importance énorme dans la participation de ces élèves en situation de handicap à l'école. Donc retenez que oui, en matière de formation, il y a plusieurs offres, y compris au sein de l'éducation nationale, et que l'école, elle devient tout de même de plus en plus inclusive grâce à l'apport précieux et au partenariat de ses collègues du médico-social. Voilà. Merci beaucoup, Betty. Alors, dans les questions que nous avons sélectionnées, que vous nous avez envoyées, il y a une question qui concerne le décrochage scolaire. Comment aider au décrochage scolaire? Je vais laisser Marie répondre à cette question. Oui, alors déjà, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ou en tout cas, si quelqu'un a une réponse simple, elle m'intéresse. Les recommandations ici, sur lesquelles on a travaillé, elles visent surtout finalement à mettre en place un certain nombre de pratiques qui permettent d'accompagner au mieux les parcours et donc, on l'espère, de diminuer les risques de décrochage scolaire. Même si on sait bien que c'est multifactoriel, en tout cas, l'idée, c'est ça. Dans tous les cas, il est important de ne pas rester tout seul et de travailler avec l'établissement scolaire et en amont. On doit repérer les premiers signes de décrochage scolaire et alerter l'établissement scolaire dès qu'on les repère. Donc, il y en a plein, des signaux, mais il peut y avoir l'anxiété, l'absentéisme, le refus de faire les devoirs, un discours négatif sur l'école, des problèmes de comportement à l'école, des difficultés avec les pairs ou un isolement, une perte de sens, etc. Donc, dès qu'on le repère, ça, on signale tout de suite auprès de l'établissement avec qui on travaille déjà. Et finalement, en fait, il faut veiller à ne pas être dans une posture de défiance vis-à-vis de l'établissement scolaire et de ne pas attendre passivement les convocations ou les mesures d'exclusion en se disant « de toute façon, ça va arriver, donc on attend ». C'est important également de pouvoir prévenir les familles lorsque ces premiers signes apparaissent. Alors, non pas pour que le mineur soit réprimandé, mais au contraire que le portage autour de la scolarité il soit collectif et partagé. Ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le travail avec les familles. Et puis, il existe à l'Éducation nationale plein de dispositifs qui visent à prévenir et à remédier au décrochage scolaire. Il y a les missions de lutte contre le décrochage scolaire, les dispositifs relais, il y a des référents décrochage scolaire au sein de l'Éducation nationale. Donc, finalement, nous, le travail en tant que professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'on a à faire, c'est d'identifier et de connaître la communauté éducative et du coup, de pouvoir trouver les ressources territoriales existantes et de pouvoir les connaître en amont. Voilà, donc pour résumer, on doit connaître et reconnaître les signes de décrochage scolaire pour pouvoir agir au plus tôt et connaître et mobiliser la communauté éducative pour ne pas agir seul face à ces situations complexes. Merci beaucoup, Marie. Alors, il y avait une question qui concernait le rôle de référent scolaire dans le parcours en protection de l'enfance et dans le handicap. Qui, pourquoi, comment? Et je vais laisser Maxime vous répondre à cette question. Merci Christiane. Donc le rôle de référent de parcours. Alors il faut bien différencier le référent de parcours du référent de l'aide sociale à l'enfance ou encore du référent de projet. Même si parfois, c'est vrai que dans certaines situations, les deux fonctions pourraient être incarnées par le même professionnel. Alors dans le cadre de la référence de parcours, je vous invite à vous référer aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui ont été déjà publiées, qui s'appellent pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap, où vous trouverez vraiment toutes les modalités concrètes d'application de la pratique de coordination de parcours.
Après, je sais aussi, pour information, que dans le secteur du handicap, et je vous invite également à vous renseigner sur de nouveaux métiers émergents, tels que les APPV, assistants au parcours et projets de vie, qui donnent aussi une autre dimension à l'accompagnement des parcours. Après, sur le sujet vraiment qui nous intéresse aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment d'identifier un référent sur la thématique de la scolarité. Et ce référent, vraiment, pourrait être sollicité par les référents de projet ou les référents de parcours, si vous en avez dans votre service ou votre établissement. Il peut même et surtout être sollicité par les parents et par les jeunes. À vous de choisir après la désignation d'un référent unique ou des référents scolarité par jeune accompagné, comme je disais tout à l'heure dans la présentation. Et vraiment, ce référent de scolarité, qui pourrait-il être? C'est vraiment finalement, toute catégorie professionnelle pourrait prétendre à être référent scolarité. L'idée, c'est vraiment d'être nommé et de prendre cette mission au regard de vos compétences et votre expérience en lien avec l'éducation nationale ou en lien avec l'accompagnement à la scolarité. Donc, il n'y a pas un seul métier qui pourrait être référent scolarité. Donc, ça peut être un enseignant spécialisé, ça peut être un éducateur spécialisé, un assistant de service social, un professionnel paramédical. Enfin, il n'y a pas de limite sur la catégorie. Et vraiment, en tant que pilote de la dynamique, l'idée vraiment, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est que vous êtes l'interlocuteur privilégié des partenaires de la communauté éducative, sans vraiment être le seul. L'idée, c'est pas de fermer et de tout miser sur un professionnel parce que je prends l'exemple de CESAD où il y a de multiples écoles d'intervention et l'idée, c'est pas non plus d'être débordé par les demandes et de tout connaître sur le territoire, mais c'est d'avoir un référent qui suit les dossiers, qui suit les conventions et qui peut être aussi en capacité d'impulser et de coordonner des démarches de sensibilisation. C'est hyper important, cette idée d'aller vers, de vous présenter, de montrer en quoi votre expertise peut soutenir les professionnels de l'éducation nationale. Et ces étapes de sensibilisation sont des outils et des leviers très, très forts. Il y a aussi l'idée que ce référent scolarité pourrait coordonner finalement globalement le suivi des parcours scolaires, en lien avec les référents de chaque jeune, mais ça peut du coup passer aussi par l'élaboration, le suivi et l'évaluation du volet scolarité des projets personnalisés. Ça peut être une façon de l'entrevoir dans votre institution. Et il y a aussi une chose qui peut être très, très importante, c'est d'actualiser, finalement, d'être le point de chute de la veille sur tout ce qui peut évoluer dans le domaine de la scolarité et d'être finalement ce porte-parole et de transmettre les évolutions. Je pense nécessairement à, par exemple, quand on a changé le logiciel pour l'admission post-bac, des choses comme ça. Quand il y a des nouveautés ou des nouveautés qui se passent sur les logiciels ou dans le logiciel Pronote, etc., d'être finalement cette personne ressource qui va diffuser l'information auprès de ses collègues et qui va permettre que l'établissement ou le service résonne un maximum avec les nouveautés et les évolutions du secteur de l'éducation nationale. Voilà, donc en conclusion, j'ai été un peu long, pardon, je dirais que institutionnaliser et formaliser cette fonction de référent scolarité, même si ça peut paraître simple et finalement facile, il faut prendre ce temps collectivement de faire ce diagnostic avec l'ensemble des professionnels qui ont un trait avec la scolarité et d'institutionnaliser ce rôle. Ça permet vraiment de donner une place entière à l'accompagnement des parcours scolaires des enfants accompagnés par votre service ou votre établissement. Merci beaucoup, Maxime. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Je vais essayer de répondre à une question. La multiplication des intervenants ne serait-elle pas nuisible à la véritable mission pour l'enfant, pour l'élève? Voilà, avec ce côté qu'on est peut-être un petit peu hors sol. Alors, je rappelle que, justement, pour faire le lien avec ce que vient de dire Maxime, c'est que dans le paysage, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la scolarité de l'enfant. En fait, le fait d'avoir un référent, de quelqu'un qui coordonne et que ça soit expliqué, qu'on sache exactement quelle est la mission, quel est le rôle de chacun, normalement, si ça c'est bien expliqué et avec une personne qui coordonnerait ces missions, on ne serait pas perdu. Pour pas que ça soit nuisible justement à la scolarité de l'enfant, il faut savoir respecter le rôle de chacun et la place de chacun et pouvoir l'expliquer évidemment à l'enfant et encore plus aux parents pour qu'ils s'y retrouvent aussi dans ce nombre d'acteurs parce qu'effectivement, sinon on pourrait s'y perdre. Alors après, il y a une question qui concerne, je dirais que c'est une question peut-être plus pour Betty. Quelle différence entre référent de scolarité et enseignant référent?
Comment faciliter le lien entre l'école, l'établissement, handicap, protection de l'enfance? Ça, on pourra peut-être y répondre. Je ne sais pas si Betty veut bien répondre. Oui, alors il y a les enseignants référents, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion des dossiers d'élèves et notamment de l'animation des ESS, des équipes de suivi de la scolarisation. Ces enseignants-là n'ont pas de tâches d'enseignement. Souvent, ce sont des enseignants spécialisés qui travaillent sur un secteur géographique et ils suivent le parcours des élèves en situation de handicap. Donc, ils ont des rôles différents, en fait. Hein. Eux, ils sont plutôt sur la relation avec la famille, la gestion du dossier, et surtout, ce qui est très important, c'est ces organisations des équipes de suivi de scolarisation qui vont rassembler tous les partenaires pour faire un état des lieux de la scolarité de l'élève, de là où il en est, de ses progrès, de ses difficultés, des perspectives. Et puis, voilà, là, il a ce rôle-là qui est différent de celui présenté par Maxime à l'instant. Christiane, oui, Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Pour moi, voilà, la réponse était claire. Betty, merci beaucoup. Alors, vous parlez de transmettre toutes les informations utiles pour créer des repères sécurisants, mais ne faudrait-il pas repréciser ce qu'est l'information utile? Souvent, les transmissions vont bien au-delà de ce qui est utile et sans doute que des repères clarifiés de ce qui ne peut pas être transmis serait utile. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je peux répondre rapidement. D'ailleurs, dans la recommandation de coordination, le parcours de coordination, on avait bien remis ce repère juridique. Il faut vraiment faire attention aujourd'hui. Il y a un nombre d'informations qui sont des informations confidentielles. Donc, on rappelle que l'information, ça veut dire qu'elle doit servir pour mieux accompagner l'enfant. Tout ce qui est confidentiel, enfin, on parle d'informations utiles et nécessaires pour la personne, pour son accompagnement. Et normalement, il y a des informations, tout ce qui concerne les informations médicales, ne sont pas à transmettre. Voilà, c'est un vrai point de vigilance et que la loi, justement, sur le RGPD, pour préserver les données personnelles des personnes, la loi a évolué et tant mieux pour les enfants et leurs familles. Donc, il faut vraiment clarifier en équipe, je dirais, c'est toujours, on ne travaille jamais seul. Qu'est-ce qu'une information utile et nécessaire? Est-ce que cette information-là, elle est vraiment nécessaire pour améliorer l'accompagnement de l'enfant? Et donc, tout ça, ça se travaille plutôt en équipe. Alors, j'ai une question. Les équipes, bonjour, des équipes mobiles se déploient sur les territoires. Quelle articulation avec les EMAS et les autres dispositifs? Je laisse cette question alors peut-être à Maxime. Je veux bien que tu répètes juste le début de la question. Je n'ai pas tout saisi, Christiane. Les équipes mobiles se déploient sur le territoire, sur les territoires. Quelle articulation avec les EMAS et les autres les équipes mobiles, ASE médico-sociales se déploient sur les territoires? Quelle articulation avec les EMAS et les autres dispositifs? Il est vrai qu'on voit de plus en plus ce type de dispositif un peu hybride, un peu nouveau d'appui à la scolarisation, donc pour les EMAS. Après, il y a juste certains dispositifs qui s'appellent équipes mobiles, des dispositifs aussi qui peuvent être financés par des municipalités ou des mairies. Tout réside finalement dans la définition en équipe, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de faire un diagnostic et de bien poser les choses dans votre projet institutionnel, de savoir pour qui, dans quel cadre et comment vous intervenez, et de pouvoir sensibiliser les acteurs de la communauté éducative sur quel est votre périmètre d'intervention. Je ne pense pas qu'il y ait trop de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup d'attentes. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, avec les partenaires qui pourraient potentiellement agir sur le même territoire que vous, c'est de pouvoir aussi vous présenter, bien clarifier vos missions. Et potentiellement, si vous êtes amené à accompagner des situations qui en même temps, c'est de pouvoir aussi établir des conventions, de pouvoir se dire nous intervenons dans ce cadre et nous intervenons dans ce cadre. Il n'y a pas finalement, rien ne s'oppose en fait, tout se complète. Et l'idée, c'est d'être acteur de cette complémentarité
Et on peut avoir trop tendance à finalement, de par la rapidité des actions, de par le fait que parfois on n'est pas au courant qu'il y a quelque chose qui est mis en place. Enfin, il y a plein de facteurs et on le sait dans le quotidien où on n'a pas l'information, etc. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça et d'aller au-delà de l'information quand on ne l'a pas et d'aller poser aussi le cadre de notre intervention et d'échanger sur finalement comment on intervient au bénéfice du parcours scolaire de l'enfant. Je ne sais pas si j'ai répondu, Christiane. Merci beaucoup. Si, c'est très bien. Alors là, je vois pas mal de questions qui concernent l'implication des parents. Je vais essayer de les regrouper. Et puis après, je vais essayer de répondre. Et puis, je ne sais pas si Marie veut répondre avec moi. Alors, en tout cas, il y avait qui juge de l'incapacité ou de l'impossibilité de l'implication des parents? Que faites-vous de certaines institutions qui stigmatisent les parents, qui laissent entendre que c'est de leur faute? Savoir comment gérer une école qui ne joue pas le jeu, d'être en lien avec les équipes éducatives et les parents. Et le travail de l'implication des parents dans la scolarité de leur enfant semble tellement évident et c'est ce qui est fait. Mais qu'en est-il de l'école quand l'école n'est pas partenaire? Alors en tout cas, ce qu'on voulait dire, qu'on a développé vraiment dans les recommandations, et je laisserai après les experts développer avec moi, c'est qu'il faut faire de la prévention. Ce n'est pas au moment où il y a une difficulté qu'il faut aller rencontrer l'école. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que concernant les parents, c'est en amont, tout au début, quand les enfants sont accueillis par les dispositifs, soit protection de l'enfance ou bien dispositifs du médico-social, handicap, les enfants en situation de handicap, c'est dès le départ, comment on rentre dans l'école en position humble. On essaie vraiment, ce qu'on recherche, c'est un partenariat pour le bien de l'enfant, pour que sa scolarité soit vraiment effective. Donc, ça veut dire que dès le départ, on se présente, même en amont, on peut venir se présenter quand on est établissement en expliquant comment on souhaiterait travailler, ce qu'on fait, les problématiques des enfants pour qu'elles soient connues et que ça soit transparent et comment on va pouvoir collaborer. Et réexpliquer vraiment la place des parents, qui est vraiment importante et incontournable. Demander même à l'Éducation nationale, justement pour des parents qui n'osent peut-être pas rentrer comme ça à l'Éducation nationale, comment on peut travailler. En tout cas, on travaille vraiment, c'est vraiment, je dirais, c'est une tripartite en fait. Il y a l'enfant au cœur du dispositif, mais pour que l'enfant soit au cœur du dispositif, il y a un travail qui se fait avec l'établissement, avec les parents et évidemment avec l'Éducation nationale. Et donc, tout ça, pour moi, c'est un travail, j'ai pas de baguette magique et les recommandations ne sont pas non plus quelque chose on va lire les recommandations et demain, on va pouvoir travailler comme ça dans l'école. C'est un travail plutôt de longue haleine qui se fait. C'est un changement de culture. Puisque aujourd'hui, on sait que quand on rentre dans des grandes institutions comme ça peut être un peu compliqué. Donc, les parents ont un rôle. C'est comme, je vous dirais, quand on est parent d'élèves, c'est la même chose. Quand on est parent d'élèves, on porte la parole des parents. Eh bien, l'établissement social médico-social doit également aider les parents pour que leur implication soit vraiment reconnue et qu'elle soit vraiment effective au niveau de l'éducation nationale. Donc, il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas d'impossibilité. Il y a du travail, je dirais que ça ne se fait pas comme ça. On vous a mis dans les recommandations, vous allez voir un questionnement qui a travaillé avec les parents dans la partie implication des parents, un questionnement qui se travaille avec eux pour voir comment ils pensent, comment ils peuvent et comment ils s'impliquent. En tout cas, ils ont une expertise qui doit être reconnue par tous les acteurs, que ce soit l'éducation nationale comme les acteurs du social et médico-social. Peut-être que Marie veut compléter ou bien Maxime. Oui, je peux compléter un peu par rapport à ce qu'on entend derrière implication des parents. Je pense un peu plus à la protection de l'enfance, mais je pense qu'on peut se poser ces questions-là pour tout le monde finalement. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire être impliqué? Des fois, on va s'attendre à des signes manifestes d'implication et on va se dire les parents de tel enfant, finalement, ils s'impliquent pas dans la scolarité, ils n'en parlent pas, ils font rien. Et puis finalement, en parlant avec eux, on peut se rendre compte qu'eux, ils ne se sentent pas légitimes par rapport à leur histoire, à ce qui s'est passé pour eux avant. Ils ne se sentent pas légitimes en fait à intervenir dans la scolarité et ils nous laissent complètement le champ libre pour le faire parce qu'ils pensent qu'on va le faire mieux qu'eux. Et bien ça, c'est quand même une forme d'implication. Et en fait, de prime abord, on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Donc déjà, on peut se questionner sur qu'est-ce que c'est être impliqué et toute la liste là, de questionnements
dont Christiane parlait, qui sont dans les recommandations qu'on peut avoir auprès des parents, ça permet de lever ces incompréhensions. Et puis, il y avait une question aussi sur comment est-ce qu'on se rend compte, comment est-ce qu'on décide en équipe qu'on voit bien que là, les parents sont pas impliqués. L'idée, et là on l'a dit dans les recommandations, c'est de s'appuyer sur des éléments circonstanciés et en équipe. C'est pas quelque chose qu'on détermine tout seul, de dire que les parents sont pas impliqués. Et il faut que ce soit appuyé sur des observations concrètes et circonstanciées. Et à partir de ce moment-là où tout le monde voit bien que les parents ne peuvent pas être impliqués, ou alors que la manière dont ils s'impliquent, finalement, c'est vraiment contraire au bien-être de l'enfant, alors là, on peut essayer de voir comment on fait autrement, et on a toute une liste de pistes de travail dans ces cas-là, mais en tout cas, ne pas aller trop vite sur ce diagnostic des parents pas impliqués. Merci beaucoup, Marie. Il y a une question, peut-être Marie, tu pourras aussi répondre. On parle des enfants qui sont régulièrement, qui changent régulièrement de structure en fait, ou de famille d'accueil. C'est vrai que cette problématique de la stabilité, elle a été travaillée beaucoup dans les recommandations. Tu peux nous en dire quelque chose ? Oui, Aïssatou l'a évoqué un peu tout à l'heure. Alors, malheureusement, les ruptures, on ne peut pas toujours les éviter. On sait bien, il y a des placements d'urgence, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire autour de ces périodes de transition. Par exemple, alors, d'abord, on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas changer l'enfant d'établissement scolaire. Voilà, ça c'est le principe de base. Après, on sait que c'est pas toujours possible de le faire, mais par contre, il y a plein de petites choses qu'on peut faire quand on sait, ou même quand on sait en fait que l'enfant va être replacé ailleurs ou qu'il va retourner à domicile, parce qu'il y a des trajectoires où on voit bien qu'il y a des retours à domicile, puis ils sont replacés, ou ils changent de foyer parce qu'ils sont plus dans la tranche d'âge, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut anticiper, et on peut les anticiper en allant, par exemple, avec lui. Je sais plus si tu l'as dit, Aïssatou, je suis désolée. Aller voir le futur établissement scolaire, aller rencontrer les personnes avant, essayer de faire en sorte de pouvoir garder des contacts dans l'ancien établissement scolaire, récupérer les informations. Des fois, les enfants, ils arrivent en foyer, on a l'impression que leur parcours scolaire, il est quasiment vide, quoi. On a 3 lignes, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Essayer de récupérer ces informations-là pour pouvoir les transmettre au nouvel établissement scolaire. Donc voilà, sécuriser les ruptures. On sait que c'est compliqué, que c'est des périodes sensibles, donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire avant et après pour essayer de sécuriser ces moments-là. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais... Si, je trouve que voilà, il y a pas mal d'éléments. Il y a une question qui concerne justement, attention, on nous dit aux études courtes, parce que les enfants à 18 ans, tout peut se terminer pour eux. Évidemment, les recommandations, elles sont vraiment sur les enfants et les adolescents. On a bien conscience de ce côté, les enfants de la protection de l'enfance, où tout peut se terminer. En tout cas, on a fait en sorte de dire attention. Si on travaille vraiment en amont, si on fait de la prévention, il n'y a pas de raison pour que les enfants de la protection de l'enfance fassent des études courtes. En fait, c'est quelque chose qui pourrait être même insupportable de se dire, parce qu'on a des enfants qui sont dans les dispositifs de la protection de l'enfance, ils vont faire des études courtes. Donc, on a sur ces recommandations pour les enfants qui deviennent des majeurs, des jeunes majeurs, on va avoir une recommandation qui va être élaborée normalement en 2022 à la Haute Autorité de Santé, justement, sur les enfants, quand ils sont majeurs, qu'est-ce qu'ils deviennent. En tout cas, cette question de la scolarité, plus elle est prise en amont, plus on donne, finalement, on parle de l'enfant qui est acteur de sa scolarité, plus on va faire en sorte de mettre en place des outils pour que l'enfant, justement, puisse s'exprimer, pour qu'il puisse être vraiment partie prenante de sa scolarité, pour vraiment éviter le décrochage scolaire. Plus on donnera vraiment envie à l'enfant de participer, plus on le rendra acteur de sa scolarité, plus il fera des études. Voilà, là-dessus, il y a vraiment beaucoup de littérature qui montre que les enfants, il faut vraiment les accompagner dans une approche positive pour qu'il y ait scolarité. Donc, souvent, d'ailleurs, il y a eu des débats dans le groupe de travail pour dire qu'il y a des enfants qui peuvent arriver dans les dispositifs de protection de l'enfance avec des problématiques très graves, et que souvent, on est tellement à les contenir qu'on oublie de mettre en place la scolarité tout de suite. Et ça, franchement,
la littérature nous montre, et ça, ça a été débattu dans le groupe de travail, c'est important de penser quand même à la scolarité. C'est un espace justement où l'enfant peut se reconstruire, et donc il ne faut pas obliger, en voulant le protéger, il ne faut pas oublier de le mettre à l'école avec ses pairs. Aïssatou et Marie vous ont montré vraiment toute cette partie qui est importante d'être avec les pairs, d'avoir des liens amicaux. Donc la scolarité, justement, ça permet aux enfants de créer ces liens et ça permet aussi d'avoir de ne pas être uniquement dans le dispositif de protection de l'enfance. Et puis, pardon, vas-y Maxime. Non, mais c'est parce qu'il y avait une question, je pense que j'ai cru comprendre tout à l'heure par rapport à comment faire quand l'établissement scolaire finalement n'est pas accueillant. Il y a une question, je pense, là-dessus. Revenir là-dessus. Moi, du coup, je te laisserai la parole, Betty, juste après. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, je pense que c'est vraiment, et on peut le lire dans les commentaires, dans le chat avec les participants, c'est que on a bien conscience que chacun a son monde, chacun a ses priorités, chacun son fonctionnement, chacun ses modalités. L'objectif de ces recommandations, ça a été aussi de dire on va prendre une recommandation qui est transversale et au lieu de faire une recommandation juste pour les enfants en situation de handicap ou juste pour les enfants en protection de l'enfance, non, on va faire une recommandation sur la scolarité et le parcours des enfants et comment finalement les professionnels peuvent soutenir ce parcours scolaire. Et le grand message de cette recommandation, c'est de se dire on n'est plus dans la négociation, etc. On fait partie de la communauté éducative au même titre que tout le monde. Bien sûr, tout à l'heure, je citais des exemples, mais il y en a plein. Les AESH, ils sont bien évidemment dans cette communauté éducative. Il y a plein d'acteurs et on ne peut pas tous les citer parce qu'ils sont 1000. Et ça ne serait pas exhaustif, on en oublierait. Mais donc, oui, parfois, il y a des écoles où c'est compliqué. Et l'idée, par ces recommandations, c'est de se dire ne pas lâcher. Je sais que parfois, c'est très compliqué et c'est pas facile. Le passage en convention peut vraiment, vraiment, vraiment rassurer aussi certaines écoles qui sont aussi sujets à des règles, des réglementations. Tout récemment, avec le Covid, vous vous doutez bien qu'il y a des protocoles, etc. Alors que donc l'entrée de personnes extérieures dans l'établissement, ça peut être compliqué. Il y a toutes les réglementations aussi attentats et ils ont des règles à faire respecter dans l'entrée et la sortie des professionnels dans les écoles. Il y a tout un nombre d'éléments que nous, dans notre secteur, nous n'avons pas. Et l'idée, c'est qu'en passant par la convention, ça permet de sécuriser finalement chacun et de respecter chacun dans son monde et que ces mondes se rencontrent. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est l'objectif. Cette recommandation, elle n'a pas toutes les clés, mais c'est de donner de l'énergie et donner cette impulsion. En fait, cette recommandation, Betty, je vais te laisser la parole parce qu'il y a deux choses. Il y a quand même pas mal de questions qui concernent l'éducation nationale, le rôle du référent, de l'enseignant référent, et justement cette coordination. Et je pense que Betty, tu pourras dire comment l'éducation nationale de plus en plus travaille en partenariat justement avec le médico-social et le social. Mais en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que ces recommandations, Maxime parle de socle, c'est un socle commun qu'on a voulu créer, un socle commun d'action, parce qu'on est parti des droits. En fait, tout simplement, si on part des droits, le droit à la scolarité, c'est pour tout enfant. Qu'il soit, quelque part, on n'a pas voulu qu'il y ait une recommandation qui soit juste pour les enfants en situation de handicap, ou bien une autre plus tard qui serait de protection de l'enfance. Ces enfants-là ont les mêmes droits, et des droits justement où il faut être beaucoup plus vigilant parce qu'ils sont dans des dispositifs du social et médico-social. Donc, je pense que c'est important de repartir des droits tout simplement, à la scolarité pour tout enfant. Et je vais laisser la parole à Betty parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui concernent justement dans ce paysage, comment on se coordonne. Est-ce que l'éducation nationale est prête vraiment à accueillir et travailler avec le social et le médico-social? Merci Christiane et merci à mes collègues. Alors je partage bien sûr tout ce qui a été dit. Un petit point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'était par rapport au travail avec les familles. Aujourd'hui, il est clair que le travail avec les familles est incontournable et que si on veut réussir à avancer ensemble, il faut faire alliance avec les familles, nous, Éducation nationale, faire alliance avec tous nos partenaires, notamment du médico-social, pour que ça avance. Souvent, on dit que les familles, ce que j'ai entendu, je veux revenir là-dessus parce que pour moi c'est important et je le dis assez souvent, on dit
j'entends dire, en tout cas souvent les familles sont dans le déni, etc. Mais en fait, les familles, elles ne sont pas dans le déni, elles vivent avec leur enfant au quotidien, elles savent que c'est difficile. Sauf qu'elles ont des stratégies de défense parce que depuis que l'enfant est petit, dans tous les espaces où l'enfant va, alors ça commence à la crèche, à l'école, eh ben, l'enfant est différent, ça ne se passe pas très bien, donc on va réduire son temps, on va dire il ne peut pas rester longtemps comme les autres, etc. Et donc les familles, elles vivent ça et elles acquièrent des stratégies de défense, en fait. Donc je pense qu'il faut les rassurer. Et par exemple, on parlait des ESS, il y a des périodes qui sont plus difficiles à vivre que d'autres, des réunions qui vont réactiver des difficultés. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut accompagner, il faut sécuriser et il faut qu'on arrive à le faire ensemble et à comprendre ce qui se joue au travers des difficultés. Moi, je rencontre beaucoup d'enseignants qui ont envie, en fait, ils ont besoin juste qu'on les accompagne. Au début, quand on a parlé de la loi de 2005 tout à l'heure, peut-être qu'il y avait des résistances. Là maintenant, je ne vois pas des résistances ouvertes où on dit non, ces enfants n'ont pas leur place. C'est rarissime ça. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais en tout cas, moi, je ne le rencontre pas. On est plutôt sur donnez-moi des clés, aidez-moi à bien faire. Je ne sais pas trop comment faire. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'une des manières de s'en sortir quand ça fonctionne, c'est qu'on s'est fixé des objectifs communs. Alors, par exemple, on va se fixer, on va se dire comment ça se fait que ça ne marche pas. On va se fixer des objectifs et on va se dire comment on va les atteindre ensemble. Comment on va essayer de résoudre une problématique ensemble. Alors, je vous donne un exemple qui va vous parler. Par exemple, très souvent, l'apprentissage de la gestion des émotions et des comportements, ça va être un thème qui va appartenir à l'enseignant, qu'il soit de l'école maternelle, élémentaire, même au collège. C'est encore des choses qui ont besoin d'être traitées. Mais ça va être aussi une thématique qui va être travaillée par la TSEM, par la ESH, par l'AED au collège, par le CPE. Donc, vous voyez que, et bien entendu, alors, je ne vais pas vous oublier, par les éducateurs, par les libéraux, etc., par les parents. Donc, on va avoir des objectifs de travail communs et je pense que c'est autour de ce travail et ces objectifs communs où on a des frontières aussi communes en termes de compétences, parce que les apprentissages sociaux, les apprentissages scolaires, on va travailler ensemble autour de ça. Et c'est quand on va se pencher ensemble pour travailler sur un objectif, pour essayer de lever ensemble une difficulté, qu'on va trouver des terrains d'entente. Mais c'est aussi, ce travail-là, il nous amène aussi à revisiter un peu nos frontières professionnelles aux uns et aux autres. Par exemple aussi, j'ai plein d'exemples comme ça, des choses que je vois et sur lesquelles on va travailler. Là, ce matin, je vous parlais des émotions. Je travaillais avec un jeune enfant qui présente un TSA. Et donc, on travaillait autour de la sensorialité, des outils, de l'aménagement des espaces. Donc, on s'en sort toujours mieux quand on se dit, on a un problème, on a une difficulté, comment on va faire ensemble pour le résoudre? Et c'est pareil aussi quand on travaille autour, par exemple, de l'apprentissage de la lecture. Ça va concerner bien entendu l'enseignant, mais peut-être l'éducateur qui va travailler autour des devoirs, l'AESH, la famille, l'orthophoniste, quels outils on va avoir en commun. Donc l'idée, c'est de se dire quel objectif on travaille, comment on fait pour l'atteindre, qui fait quoi. Et effectivement, vous avez parlé aussi des AESH. Je crois que la société inclusive, en fait, toutes ces pratiques-là, elles sont en train d'être construites. On est en train de les construire, nous, au quotidien, ensemble. Et c'est ce qu'il faut se dire, en fait. Et c'est ce qu'on s'est dit tout au long du temps où on était ensemble pour travailler. Les AESH sont des personnels qui sont assez récents au sein de l'éducation nationale et qui sont en train de construire des belles compétences professionnelles. On est en train de les former de mieux en mieux. Et puis, petit à petit, peut-être aussi que l'école développe aussi des compétences par elle-même et que les AESH ne vont pas être le seul moyen d'accompagnement. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train de se construire et d'évoluer pour avancer vers un travail conjoint, en fait. C'est surtout un travail de partenariat qui me semble important à développer. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Je pense que c'était très intéressant ce que tu viens de dire, Betty. En tout cas, moi, j'ai vu dans vos questions, il y a aussi la place, les acteurs, le rôle et la place de chacun.
Vous nous parlez des acteurs du périscolaire, de la cantine. Oui, effectivement, pour nous, ils font partie aussi de la communauté éducative. En fait, finalement, ce qu'on vous a donné dans ce webinaire, tout au départ, on vous a parlé du modèle écologique qui est bien développé dans les recommandations. C'est que toute personne, finalement, qui gravite autour de l'enfant, qui a un rôle à jouer dans sa scolarité, donc ça commence évidemment par ses parents. Après, quand il est accompagné par un dispositif de protection de l'enfance ou d'aide médico-sociale, ils sont aussi dans ce modèle écologique. Et toutes les personnes qui sont dans cette communauté éducative, toute personne qui a un rôle à jouer devrait pouvoir s'exprimer sur la scolarité de l'enfant. En tout cas, tous ces acteurs-là doivent être en lien, doivent travailler en lien. Et c'est vrai que ce que vous posez comme question qui était intéressante, vous demandez le rôle justement des professionnels des collectivités qui ne peuvent pas aujourd'hui solliciter directement les équipes mobiles des établissements spécialisés. Eh bien, nous, on espère vraiment que ça va évoluer, ces choses-là. Finalement, à partir du moment où les personnes sont en lien avec l'enfant, comment faire pour que ça évolue et qu'eux également puissent également solliciter les équipes mobiles. Puis il y a quelque chose que je trouvais très intéressant là dans les questions. Au-delà de l'accompagnement des parents, il s'agira de faire une démarche pédagogique, éducative auprès de tous les acteurs scolaires, villes, garderies, cantines, pour sensibiliser à la singularité de l'enfant. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est exactement ça, pour déstigmatiser. En fait, c'est vraiment ça. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a lu les recommandations. En tout cas, je remercie vraiment. La personne a bien compris voilà, le rôle, l'impact qui a été voulu concernant ces recommandations. C'est exactement ça. Faire en sorte, en fait, que toutes ces personnes puissent s'exprimer. Et puis après, pour revenir aux parents, ce qui est important pour nous, et parents, enfants, c'est de pouvoir expliquer à chaque fois le qui fait quoi. C'est vrai que quand on dit peut-être que les acteurs ne se connaissent pas, peut-être qu'il y a une peur, vous savez, la peur de rencontrer l'autre. Et pour finalement enlever ces frontières, il faudrait que chacun puisse exprimer ce qu'il fait. Quel est son rôle dans un établissement qui accueille des enfants? On en a parlé tout à l'heure avec Marie et Maxime. Quand on accueille un enfant, par exemple, dans le social ou dans le médico-social, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le travail social? Ça, je pense que l'éducation nationale ne le sait pas. Un enseignant, pareil, peut expliquer exactement ce qu'il fait dans une classe et finalement, tous ces éléments de compréhension vont permettre aux professionnels de s'articuler autour des besoins de l'enfant pour qu'il y ait scolarité. Donc, pour qu'on parle de parcours scolaire, il faut effectivement que chacun de sa place, et pour être partenaire, puisse expliquer un petit peu ce qu'il fait. Et puis, il y a des choses, il y avait des questions qui concernaient les évaluations. En fait, il y a quelque chose qui est important. Dans le social et médico-social, pour avancer, on fait de l'évaluation. Alors, souvent, c'est pris comme un mot, on n'aime pas, on a l'impression d'être dans le contrôle. L'évaluation, c'est quand même important pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on évalue. Cet enfant-là, les apprentissages peuvent s'évaluer à l'école, mais il y a des choses qui peuvent s'évaluer également dans le social et médico-social. La place des parents, l'implication des parents, c'est bien de faire une évaluation avec eux pour voir comment ils peuvent s'impliquer. Et donc, un enfant, il y a une question, j'ai vu, qui concernait, est-ce que cet enfant-là, on a l'impression qu'il n'est pas dans le bon cursus scolaire? Eh bien, ça, il y a une évaluation à faire. En tout cas, on rencontre l'éducation nationale, on discute ensemble, et c'est vraiment je dis bien ensemble, la famille discute, le travailleur social, l'éducation nationale, on a l'impression, parce que ça peut être vraiment que du ressenti, en tout cas, pour pas que ça reste du ressenti, il faut bien faire une évaluation pour savoir et discuter, évidemment, dans la première partie des recommandations, on remet bien, quand l'enfant, son expression, c'est un dialogue avec l'enfant ou l'adolescent. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui semble gêner? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir évaluer avec cet enfant? Donc, tout ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je regarde parce que les questions défilent et j'ai peut-être pas comment faciliter le lien entre l'école, l'établissement handicap protection de l'enfance. Je pense qu'on l'a dit. Et les 3 projets qui coexistent, PPS, PPE, PPA. Souvent, il existe une méconnaissance mutuelle des professionnels de ces 3 secteurs, et les enfants pâtissent. Ben voilà ce que je disais, peut-être que
Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je ne sais pas si Marie ou Maxime. Oui, moi je voulais. C'est pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça va dans le même sens. Il y a eu une question qui disait comment on fait quand l'école est fermée, etc. Betty déjà le disait, finalement les mentalités évoluent aussi dans l'école, même si c'est un petit peu long. Et puis nous, en tant que travailleurs sociaux, on a un vrai travail à faire sur notre propre rapport à l'école. On a quelque chose à interroger sur notre rapport à l'école et notre rapport à l'institution scolaire. Je vous invite, parce que moi, c'est quelque chose, quand j'ai commencé ce travail, qui m'a pas mal questionnée quand même. Il y a des études là-dessus qui se sont intéressées au rapport à l'école des travailleurs sociaux. Et nous, on n'est pas tout à fait neutre dans cette histoire. On a une vision de l'école, on a notre propre histoire, et en fait, on se rend compte que ce rapport à l'école, il a des conséquences sur notre posture professionnelle. Et ça me paraît important aussi de se regarder un petit peu le nombril et dire alors l'école, elle est ce qu'elle est, il y a des résistances parfois, etc. Mais nous, quel est notre rapport à l'école? Comment on considère ça comme une priorité ou pas? Et quels sont aussi les préjugés un peu qu'on a sur cette grosse institution qui fait des fois un petit peu peur? Et comment on fait pour travailler avec eux et essayer de se décaler un petit peu de ça? Il y a des questions qui sont assez intéressantes que je n'ai pas vues parce que ça va très vite, excusez-nous, on essaye de suivre en même temps. Il y a une question qui dit « Les parents et l'élève qui n'ont pas d'accès aux outils », alors là c'est important, de l'éducation nationale tels que Pronote. Est-ce qu'on rappelle ce principe? Le constat que ce principe n'est pas effectif, est-ce qu'il est pris en compte dans les recommandations? Nous, ce qu'on recommande justement, alors, et puis je vais laisser les experts compléter, ce qu'on recommande vraiment, c'est que quand on fait un diagnostic de l'enfant, de ce qu'il a, de comment on en a parlé de la partie implication des parents, est-ce qu'ils ont les outils nécessaires? Et quand ils n'ont pas les outils nécessaires, qu'est-ce que l'établissement peut mettre en place? En fait, il ne faut pas laisser, on n'est pas en train de faire une grille où je coche, ils peuvent pas, c'est pas ça. On est là pour accompagner, donc il faut faire attention. Quand on sait que ce n'est pas possible, que les parents n'ont pas accès à Pronote, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'établissement social et médico-social? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a plein d'outils qui sont développés par l'Éducation nationale. On sait que beaucoup d'enfants sont en difficulté, au-delà des enfants accompagnés par les dispositifs de protection de l'enfance médico-sociale, parce qu'ils n'ont pas accès à ces outils. Quelque part, il faudrait vraiment au moins pour les acteurs du social et médico-social, que ce diagnostic soit fait, qu'on sache est-ce que les parents ont accès, et quand ils n'ont pas accès, comment on peut leur venir en aide, comment on peut venir soutenir cette scolarité pour l'enfant. Je ne sais pas si Marie ou bien Maxime, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Moi, c'est plus de façon générale, de reprendre peut-être l'exemple du passeport que j'évoquais tout à l'heure. Quand on parle, donc il y a eu PPS, il y a les PPA, il y a le fait qu'il y ait plein d'acteurs, etc. L'idée du passeport, c'est aussi de se dire, on fait ce passeport-là et c'est pour l'enfant et pour la famille. Et dans ce passeport, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir toutes ces indications, notamment par rapport à la façon dont l'enfant communique. Il peut y avoir l'accès à Pronote ou pas l'accès à Pronote. Il peut y avoir pour la protection de l'enfance l'ensemble des équipes éducatives du groupe soit d'internat. Il peut y avoir les familles d'accueil. Enfin, il peut y avoir plein d'éléments à la fois photographiés ou pictogrammes ou d'éléments écrits qui permettent de faire ce lien et qui, au-delà de faire ce lien entre les partenaires de la communauté éducative, permet aussi de concrétiser finalement la situation de l'enfant et de lui permettre de s'y retrouver dans tout ça. Et quand il va évoquer telle ou telle personne à un autre professionnel ou à un autre quelqu'un du partenaire, ça lui fait un support aussi sur qui intervient dans quel cas, avec qui. Et c'est vraiment ça permet de désamorcer beaucoup de situations où on manque de temps, on ne sait pas qui est qui, on manque de repères, etc. Et je trouve que cet objet-là est vraiment un bon support. Voilà, c'était juste par rapport aux réflexions qu'on avait eues avant, Christiane, sur plein de questions. Alors, il y a eu 2 ou 3 petites questions, j'essaie d'aller vite sur le décrochage scolaire, sur l'absentéisme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement en cas d'absentéisme de l'élève? Les pistes envisageables pour diminuer cela. Et puis pour les enfants qui sont concernant le décrochage scolaire, lorsque tous les acteurs
autour de l'enfance mobilise avec plusieurs IP, informations préoccupantes, et cela ne fonctionne pas. Les jeunes peuvent développer des troubles du comportement et refusent d'être soignés. Que faire? Alors, quelqu'un veut essayer de répondre ou bien je commence et puis vous complétez? Je commence. Donc, concernant l'absentéisme, on a dit justement qu'il y a vraiment une évaluation. Il faut faire attention à ce qu'elle ne… En fait, il faut faire vraiment attention à ce que ça ne s'installe pas. Dès qu'on commence à repérer les premiers signes, en amont, alors, il faut déjà qu'on s'inscrive dans un partenariat avec l'Éducation nationale. Ce qui veut dire qu'après, dès qu'il y a des premiers signes justement d'absentéisme, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on interroge, qu'est-ce qu'on évalue au niveau de l'enfant? Parce qu'il faut essayer de comprendre. L'absentéisme, il peut être dû soit quelque chose qui se passe à la maison, une difficulté, soit ça peut concerner les liens amicaux qui ne sont pas, en place, soit l'enfant il est stigmatisé parce que justement il est stigmatisé en tant qu'enfant en situation de handicap ou protection de l'enfance. En tout cas, il faut être vigilant dès les premiers signes, repérer pour dialoguer évidemment avec l'enfant qui est le premier acteur, avec les parents, avec l'éducation nationale. En tout cas, le travailleur social ne peut pas attendre, je dirais que c'est de la prévention. Il ne peut pas attendre que ça s'installe et il y a une concertation à avoir. Est-ce que vous voulez compléter par rapport à ça? Marie? En fait, on me fait signe, Christiane, qu'il faut qu'on arrête. Oui, pardon, voilà, je voulais, il faut conclure, me dit-on. Donc, oui, nous allons conclure. Eh bien, voilà, en tout cas, c'était très vif et ça allait très vite. C'est vrai qu'on était là sur ce socle commun, donc l'éducation nationale, représentée par Betty et Maxime, plutôt pour le handicap, Marie, protection de l'enfance. En tout cas, on remercie vraiment les experts d'avoir été là. On vous remercie évidemment d'avoir été aussi nombreux pour assister à ce webinaire. Donc, je vous rappelle que la conférence, elle sera à redécouvrir en replay sur le site de la Haute Autorité de Santé avec la présentation complète et vous recevrez une alerte par mail. Alors surtout, vous n'hésitez pas à remplir également notre questionnaire de satisfaction. Et voilà, je remercie également Aïssa Tou, que je ne vois plus, qui a travaillé également sur ces recommandations. Donc, toute l'équipe de la Haute Autorité de Santé vous souhaite un agréable après-midi et se tient à votre disposition. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.